On va attendre les deux autres participants, le professeur Baudin, qui vient juste d'arriver, enchanté, professeur Baudin de Strasbourg. Bonjour à tous. Il nous reste le docteur Neil Ward de l'Institut du Sein, qui va pas tarder. Et il y a le docteur Benoît Coutureau, qui est à la fois chirurgien à l'Institut du Sein et à l'Institut Curie. On va attendre quelques minutes qu'arrive le docteur Ward. Si il a mis du temps à se connecter, on commencera dans une minute. Salut Fred, Salut tout le monde. Ça tu vas va? bien? On est en direct là. Ouais, Il y a 29 personnes connectées quand même. Je mais c'est pense que bien, il c'est la voit qu'on se connaît transition bien. entre les Parfait. différentes sessions. Donc Mickaël, c'est toi qui modère, hein? Ouais, dans une minute, on commencera. Ça marche. Bah, ça va peut-être nous donner l'occasion que chacun se présente. Le professeur Frédéric Baudin de Strasbourg qui va se présenter et qui va présenter son service et ce en quoi la reconstruction mammaire prend une place importante dans son service et pour lui et comment il est arrivé à cette spécialité. Et on fera la même chose pour Benoît Couture. À toi, Ça Frédéric. marche. Ok, merci de me donner la parole, Mickaël. Donc je me présente effectivement. Je m'appelle Frédéric Baudin. Je suis professeur de chirurgie plastique depuis bientôt une dizaine d'années. Et je suis chef de service à Strasbourg, au CHU de Strasbourg, dans un service de chirurgie plastique et maxillofaciale. Et l'essentiel de mon activité depuis toujours a été la reconstruction mammaire. Donc à Strasbourg, on propose des reconstructions mammaires pour les gens qui habitent dans le secteur, donc plutôt le Grand Est. Et on propose l'ensemble des techniques de reconstruction mammaire qui existent. Donc on aura l'occasion, je pense, de développer les différentes techniques au cours de l'heure qui vient. Donc ça va des prothèses aux lambeaux les plus complexes. Voilà, je pense que c'est déjà bien pour commencer. Alors, docteur Couture au Benoît, un petit côté de ton parcours, Petit qu'est-ce qui t'a amené mini-CV. à la reconstruction? Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je suis chirurgien plasticien cancérologue, donc j'ai fait mes armes à l'hôpital Saint-Louis. Et ensuite j'ai eu l'immense chance d'intégrer l'Institut Curie, où j'ai pu développer une compétence en oncologie, scénologie bien sûr, donc ce qui m'a permis de faire à la fois du traitement du cancer du sein et de la reconstruction. Et on milite beaucoup pour que ce soit les mêmes chirurgiens qui fassent la chirurgie cancérologique et la reconstruction. C'est pas le cas de toutes les écoles. C'est peut-être d'ailleurs un petit débat qu'on pourra avoir entre nous, parce que ça pose des difficultés au niveau de la formation. Il faut être formé en oncologie, il faut être formé en chirurgie. On est maintenant de plus en plus sur une séparation des compétences, sur une hyper spécialisation. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de vivre dans ces deux univers et de pouvoir traiter le cancer et reconstruire le sein en même temps. Voilà. Et puis j'ai rejoint l'Institut du sein depuis maintenant bientôt 2 ans. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette équipe et que je les connaissais depuis fort longtemps. Alors à toi, Michael, Ah oui, de il faut aussi présenter. que je me présente. Voilà, Maître Loyal va se je te présenter. renvoie le. Donc moi aussi, je fais partie d'une équipe en public. Hein. Je suis un professeur des universités comme le professeur Baudin à Paris, hôpital Tenon, Sorbonne Université. Et on a un service qui fait de la reconstruction mammaire, de la transidentité, toute la chirurgie plastique. Et effectivement, nous, on travaille plutôt avec des chirurgiens sénologues, cancérologues, main dans la main. On n'a pas cette philosophie de faire d'être un unipraticien qui a toutes les compétences à la fois dans le traitement du cancer du sein, mais que je ne parle pas que de la chirurgie. Je parle de la chimiothérapie, enfin des indications de chimiothérapie, qu'est-ce qu'on doit faire, quel type de traitement adjuvant on doit donner, est-ce qu'il y aura des radiations, etc. Bien sûr qu'on a tous plus que des notions. Mais il est certain qu'on a donné cette compétence à des gens qui ne font que ça et avec qui on travaille main dans la main. Et dans certains centres, comme à l'Institut Curie et dans parfois d'autres centres anticancéreux, on a des compétences qui sont réunies en une seule personne, en une seule équipe, et ils peuvent masteriser tout en même temps, ce qui donne une vision tout à fait intéressante, mais je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux systèmes. Je vais commencer en vous présentant. On t'entend plus, Mickaël. Ah oui, un petit problème son. Mickaël, tu nous entends? Ton micro est coupé.
On t'entend pas, Michael. Vous m'entendez mieux? Oui, vous Voilà, m'entendez? Oui, ça y est, ouais, ton micro tu es est coupé revenu, tu es depuis 10 revenu. Ah, secondes. en fait, j'ai été appelé par le doyen de la faculté, donc c'est pour ça que C'est pour ça, ça. ça a pris le truc. Donc je redisais, oui, je voulais demander. Le micro est coupé. Non, non, c'est bon, ça y est fait. Je vais demander au professeur Baudin, qui fait beaucoup de microchirurgie, quelle serait la situation idéale de la patiente? Comment décrirais-tu la patiente idéale pour faire une microchirurgie du sein de type Dieppe, de type lambeau de Pape ou de Gracilis comme tu l'as fait, et de nous dire pourquoi. Mm. Alors, je ne sais pas qui nous écoute, hein. Je ne sais pas si les gens sont conscients des différentes techniques. Donc, quand on fait une reconstruction mammaire, on peut faire une reconstruction avec du volume, venant d'un implant, venant d'un lambeau qui vient du dos. Et après, on a des lambeaux dits microchirurgicaux, qui sont des lambeaux pris à distance. Donc, ça veut dire qu'on va débrancher l'artère et la veine pour venir la rebrancher à proximité du sein à reconstruire. Donc, ces techniques sont plus complexes et qui nécessitent un peu plus de temps. Et donc ces indications, les bonnes indications, je dirais, ce sont des patientes qui ne souhaitent éviter les implants dans un premier temps et qui souhaitent une reconstruction dite autologue avec ses propres tissus. Et donc pour que ça fonctionne, il faut avoir des tissus à donner. Donc il faut avoir un excès de volume cutanéo-graisseux à un endroit donné qu'on peut prélever, alors avec le moins de séquelles possible, mais surtout avec un bénéfice esthétique si jamais c'est possible. C'est-à-dire que on va citer le Dieppe, qui est le lambeau abdominal. Le principe, c'est de prélever les tissus cutanéo-graisseux qui sont entre l'ombilic et le pubis. Et la meilleure indication, c'est chez des patientes qui ont un excès cutanéo-graisseux qui les dérange. Donc, après amaigrissement, on peut avoir un excès de peau. Après quelques grossesses, on peut avoir un excès de peau. Et donc, des patientes qui souhaitent une reconstruction autologue et qui ont une demande d'abdominoplastie, parce que c'est une intervention chirurgicale qui est connue, ben, ce sont les meilleures candidates pour faire un DIEP. Donc ça, c'est pour la première technique qu'on pratique beaucoup à Strasbourg, effectivement. Et donc, on a des patients qui viennent exprès pour ça chez nous, pour faire ce type de reconstruction. Après, si tu veux, je peux parler du gracilis. Alors, le Alors le gracilis, Gracili, justement, parce que c'est moins, les ouais, patients connaissent plutôt bien le le Dieppe, mais DIEP, ouais, effectivement le Gracilis qui est un peu ce que tu as développé beaucoup. ouais, Et c'est intéressant de savoir pourquoi c'est devenu un choix pour toi et ouais, quelle est encore de cette fois la situation idéale de patients qui pourraient bénéficier d'un Gracilis. Et ouais. pourquoi? Alors, le gracilis, c'est comme pour le DIEP, c'est une technique qui dit autologue, donc qui permet une reconstruction sans prothèse avec les propres tissus du patient. Donc, les deux avantages de ces techniques autologues, c'est à la fois que c'est définitif, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de réintervenir, contrairement à l'implant qu'il faut changer de temps en temps. Et puis, c'est une technique qui est très naturelle, c'est-à-dire que le sein, il est vivant, il est vascularisé et il est souple comme un sein normal. Alors, le gracilis, c'est plus une technique, je dirais, secondaire qu'on pratique moins que le DIEP parce qu'on va chercher les tissus qui sont à la face interne de la cuisse. Donc c'est vraiment la racine de la cuisse et la face interne de la cuisse. Donc il y a un volume qui est souvent moins important que pour un DIEP, mais ça peut être la meilleure localisation de prélèvement chez certaines patientes. Alors chez qui? Bah, chez les patientes, alors ça peut se faire chez tout le monde en théorie, mais là où c'est le plus intéressant, chez les patientes jeunes qui n'ont qui ne souhaitent pas de prélèvement dans le dos, qui ne souhaitent pas de prothèse et qui ont toujours un petit excès cutanéo-graisseux à la racine de la cuisse ou sous la fesse. Donc, ce sont des techniques microchirurgicales. Alors, il en existe deux, hein. Il y a le gracilis et le pape. Donc, c'est des techniques qui sont très très proches. On prend à peu près la même palette cutanée. En gros, c'est 8 cm de haut sur 20 cm de long et ça laisse une cicatrice à la racine de la cuisse, hein, donc c'est dans le sillon sous-fessier et à la racine de la cuisse un peu plus devant dans le sillon génitocrural. Et on peut prélever l'équivalent de 300, 400 grammes chez une patiente de physionomie normale. Et ça permet, chez les patientes minces, longilignes, qui veulent une technique autologue, de reconstruire en gros un sein de volume petit ou moyen. Donc petit B ou C chez certaines patientes. Et on va optimiser le volume secondairement en faisant du lipomodelage. Et donc la bonne indication, c'est souvent les patientes qui demandent qui ont besoin d'une mastectomie prophylactique, donc souvent des patientes jeunes qui ont besoin d'une reconstruction immédiate bilatérale. Et donc moi je pratique Avec le des seins gracilis chez modérés, ces patientes-là. Ouais. avec des seins de volume modéré. Avec des seins plutôt volume modéré, oui. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est la meilleure indication de la technique du gracilis ou du pape flap, parce que moi, je préfère le gracilis au pape flap,
mais le professeur Laurent Lantieri, qui était juste avant nous dans la session d'avant, a beaucoup développé le pap flap. Donc les deux techniques sont tout à fait valables et sont assez proches en réalité. Alors pour Benoît, est-ce que tu pourrais nous dire pour quelles raisons aujourd'hui tu ferais un grand dorsal à une patiente, les situations dans lesquelles tu appliques le grand dorsal le plus souvent et euh, je ne sais pas, ou, un échec de reconstruction ou alors en direct pour un lambeau de grand dorsal autologue. Quelle est Euh, l'utilité et la place du grand dorsal dans ta pratique? Oui, là, les choses ont beaucoup évolué avec le temps et les années, parce qu'il y a 15 ans, et encore plus longtemps avant, le lambeau de grand dorsal était quasiment l'intervention la plus pratiquée, la plus utilisée. On n'était pas très à l'écoute des séquelles qu'on pouvait laisser au niveau du dos, au niveau des cicatrices. On se concentrait un peu plus sur la qualité de la reconstruction. Et à l'époque, on avait un outil qui nous manquait, qui était la réinjection de graisse, qu'on appelle le lipofilling. Donc, on n'avait pas trop d'alternatives possibles. C'est-à-dire que quand la peau du sein n'était pas de bonne qualité, qu'on ne pouvait pas utiliser la peau et la graisse du ventre, bah, le choix qui s'imposait un peu par défaut, c'était le lambeau de dorsal. Et donc, on en a fait énormément, énormément, avec globalement des séquelles très marginales, c'est-à-dire qu'on prenait une grande partie du muscle dorsal. Ce muscle dorsal, il fait bouger un peu l'épaule, mais en fait très peu, parce qu'il y a beaucoup d'autres muscles au niveau de l'épaule qui peuvent compenser son prélèvement. En fait, ce que savent peu les gens, c'est que le muscle grand dorsal, qui est un muscle qui est très large et très haut, il sert essentiellement à soulever le tronc, les bras tendus, c'est-à-dire à faire des barres parallèles quand on est gymnaste, mais à un moindre, une échelle plus proche, c'est que les gens qui ont des troubles de mobilité des membres inférieurs risquent d'être affectés dans leur transfert du fauteuil au lit ou des choses comme ça. Donc il faut être très prudent sur les séquelles qu'on pourrait apporter à ces gens-là. Mais sinon, quand on fait du sport, j'ai soigné moi des gens qui faisaient de la varap, du violon, de la harpe, de tout ce qu'on veut, sans avoir aucune séquelle. Donc aujourd'hui, la place du lambeau dorsal est devenue un peu en arrière-plan, entre guillemets, et que bien souvent, on préfère proposer d'autres techniques avant de se jeter sur le lambeau dorsal qui, par sa fiabilité qu'on avait bien appréciée à l'époque, est parfois une roue de secours pour venir sauver une situation un peu compliquée, voire catastrophique, quand ça n'a pas bien fonctionné, quand il y a eu des infections, que la peau a souffert ou autre. Donc voilà. L'indication idéale du lambeau dorsal en première intention, il n'y en a pas énormément. Parce que je vais faire une petite digression, une petite parenthèse, mais je pense on a le temps de le faire, et c'est la mémoire d'un ancien qui va vous parler. C'est que autrefois, quand on traitait un cancer du sein, on était persuadé qu'il fallait enlever tout le sein, mais toute la peau qu'il y avait en regard du sein. Donc vous imaginez toute la peau en regard d'un sein. Mais alors, nos anciens allaient encore plus loin, ils disaient faut enlever les muscles qu'il y a en profondeur. Bon, ça, c'est des choses épouvantables qu'on ne fait plus. On a appris à laisser les muscles et à enlever un petit peu moins de peau. Donc on s'est dit, peut-être qu'on n'est pas obligé d'enlever toute cette peau, et donc on en a gardé. Et la grande révolution cancérologique des 30 dernières années, c'est d'avoir su garder le maximum de peau. Et aujourd'hui, pratiquement plus de la moitié des mastectomies se font en conservant toute la peau du sein et l'aréole et le mamelon. Donc ça a aussi simplifié la méthode de reconstruction. Et le lambeau dorsal était très pratique parce qu'il permettait justement d'apporter la peau qui nous manquait, et donc c'était une alternative intéressante. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation où toute la peau reste présente et qu'il n'y a que le volume à reconstituer, bah, le lambeau dorsal n'est plus le numéro un. Je crois Voilà. qu'on partage tous assez ton point de vue. C'est un backup extrêmement robuste. Et dans des situations difficiles, c'est ce que je propose quand on est vraiment un peu en fin de course, ou parfois il y a des situations où on peut utiliser le gland dorsal sans le muscle, mais effectivement, ça remplit la fonction de reconstruction de l'enveloppe, de la peau, du volume, et que ça a apporté à l'époque la partie musculaire qui manquait. Donc on a été rejoint par le docteur Neil Ouar, qui est chirurgien plasticien à l'Institut du Sein, et à qui je vais poser à peu près la même question sur les reconstructions par prothèse, en reconstruction mammaire immédiate, la situation idéale. C'est-à-dire, décris-moi la patiente parfaite
pour ce type de reconstruction mammaire immédiate par implant avec conservation des tuiles cutanées, évidemment. Merci Michael pour cette question. Bonjour à tous. Alors oui, donc c'est une question hyper intéressante parce que comme l'a dit Benoît, les reconstructions mammaires immédiates, on essaye d'en faire de plus en plus. On essaie d'en proposer au maximum de personnes pour que la patiente n'ait pas de période sans sein. Pour avoir une reconstruction avec une prothèse, pourquoi on peut pas toujours en avoir? C'est un risque de perte de la reconstruction. Alors pourquoi on aurait une perte de la reconstruction? C'est à cause de la vascularisation cutanée. Le gros risque de cette reconstruction, c'est qu'on ait des nécroses cutanées dues à un problème de vascularisation et qui entraînerait une nécrose et une perte de la peau en regard de la prothèse et du coup on serait obligé de retirer cette prothèse. Alors qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là? Premièrement, il faut des patientes qui n'ont pas des seins trop importants, trop volumineux et trop tombants. Ça c'est l'élément numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, les aréoles et la peau qui est en bas du sein sera vascularisée uniquement par la peau en regard et comme elle est trop loin, en général, cette vascularisation a du mal à se faire et on aboutit parfois à des nécroses à ces moments-là. Deuxièmement, il faut du coup un sein contralatéral ou globalement une poitrine pas trop volumineuse. Un peu pour la même raison, pour faciliter un petit peu cette reconstruction. Et il faudrait, dans l'idéal, puisque tu m'as demandé la patiente idéale, une patiente qui ait une épaisseur cutanée, une épaisseur de peau suffisante pour pouvoir faire cette reconstruction. Donc, encore une fois, pour cette même raison-là, pour pouvoir assurer le maximum de sécurité pour la vascularisation et pour garder un implant qui soit au bon endroit. Alors, comme le dit Benoît, et comme le dit Frédéric, et comme je pense tout le monde le dit, on a à nouveau cet outil magique qui est le lipofilling, qu'on utilise depuis quelques années. C'est un outil qu'on peut utiliser en même temps que cette intervention-là de reconstruction mammaire, donc c'est-à-dire prendre de la graisse et la réinjecter tout autour de la prothèse, donc dans l'étui cutané, et ça peut se faire également aussi lors d'une autre intervention, lors d'un second temps, pour maximiser un peu les résultats et pour augmenter l'apparence esthétique de la poitrine. Merci beaucoup. Benoît et ensuite Fred. Euh, c'est intéressant de vous entendre tous les deux, puisque Benoît, tu es à la fois chirurgien cancérologue et plasticien. Nous, les plasticiens, on fait quand même les mastectomies, mais toi, tu possèdes les deux compétences, c'est important. Mais je voudrais t'entendre sur l'importance de la qualité de mastectomie pour la reconstruction mammaire immédiate, pour conserver la peau. Comme l'a dit le docteur War, cette mastectomie et donc la peau qu'on va garder, sa survie est essentielle à la qualité de la reconstruction. Mais qu'est-ce qui fait que si on est trop agressif sur la résection de la glande et du cancer aussi, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui sont les facteurs qui sont importants dans la mastectomie pour avoir une bonne reconstruction, avoir une bonne vascularisation cutanée afin d'avoir éviter les complications de la nécrose? Je mets tout de suite en avant que aujourd'hui le tabac est absolument proscrit et il y a certaines équipes qui refusent d'opérer les patients qui fument. Donc Benoît et ensuite Oui. Fred. Tu as bien raison parce que il faut se méfier du plasticien qui n'a que peu d'expérience en cancérologie et qui va finalement concentrer tous ses efforts pour la qualité de la reconstruction et son aspect esthétique. Et à l'inverse, l'oncologue chirurgien, qui va à l'extrême enlever le maximum de tissu pour privilégier l'exérèse de la glande et de la tumeur, et qui va se faire un peu au détriment finalement de la qualité de la reconstruction. Donc la vérité est bien entendu entre les deux. C'est important. Je vais peut-être rappeler une notion que les patientes ont du mal à comprendre, c'est qu'on se dit docteur, vous m'avez enlevé le sein, maintenant qu'on m'a enlevé le sein, je peux plus faire de cancer du sein.
C'est pas aussi simple que ça. Et s'il y a des traitements qui sont proposés en complément de la mastectomie, notamment la radiothérapie, la chimiothérapie, éventuellement les hormones, hein, parce à la surface des cellules cancéreuses, il y a parfois des hormones, donc on donne des anti-hormones, entre guillemets. On fait un traitement préventif de la récidive parce qu'on n'a pas enlevé 100% de la glande. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Donc, du coup, le jour où vous faites une mastectomie, l'ablation complète du sein, il faut enlever la glande et il faut laisser la peau, mais pas passer trop près de la peau, sinon effectivement cette peau ne va pas survivre et elle va faire ce qu'on appelle des nécroses. Si on passe trop profondément pour laisser une bonne étoffe en disant ben là au moins je vais avoir un joli galbe et tout ça, pour le coup on laisse de la glande. On a quand même maintenant réussi à agréger un peu les meilleures techniques pour séparer la glande de la peau. On aime beaucoup infiltrer avec un petit peu d'eau et d'adrénaline pour pas trop que ça saigne, être le plus précautionneux qui soit. On a même appris au début à nos dépens, c'est-à-dire que quand on a commencé à faire des mastectomies où on gardait beaucoup de peau, on essayait de faire des petites cicatrices pour que ce soit le plus joli. Et donc, on utilisait des écarteurs et on tirait très fort sur ces écarteurs parce qu'on avait besoin de voir et d'aller chercher la glande loin, 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 loin. Et on a appris à nos dépens que l'intensité et la force qu'on exerçait sur ces écarteurs pouvaient abîmer la vascularisation de cet étui cutané et potentiellement être responsable des nécroses. Voilà. Donc, on a un peu appris de nos erreurs, des complications qu'on a vécues pour réussir à faire une mastectomie. Alors aujourd'hui, c'est un geste qui est vraiment très standardisé, stéréotypé, et qui peut être aussi bien réalisé par un chirurgien plasticien qui est dédié à la cancérologie que par un chirurgien scénologue ou plasticien. Enfin voilà. Donc maintenant, les gens ont quand même bien appris. Je trouve, dans ma position, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est que l'avantage quand on voit une patiente en consultation pour la première fois, on est un peu aux avant-postes des traitements qu'il va pouvoir y avoir. Est-ce qu'il faut commencer par la chimio? Est-ce qu'on part directement sur une ablation complète du sein? Est-ce qu'on va enlever la tumeur, en profiter pour réduire le sein parce qu'on sait qu'il va falloir faire de la chimio et puis à la fin enlever le sein et reconstruire en même temps? Alors, enfin, je suis en train de vous perdre, mais c'est normal. On est en train de comprendre que des fois, l'enchaînement des traitements est complexe et nécessite de connaître un petit peu les différentes étapes, les différentes stratégies possibles et tout ça. Bon, rassurez-vous, chaque cas est discuté dans ce qu'on appelle une RCP, c'est-à-dire une réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas un seul cancer du sein qui est traité comme ça dans un coin par un docteur qui a ouvert son cabinet. Tous les dossiers sont validés par un collège de chirurgiens, d'oncologues médicaux, de radiothérapeutes, de radiologues et d'anatomopathologistes. Donc vous avez la garantie que le traitement qu'on vous propose est le meilleur traitement que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, je crois que dans une reconstruction, le plus dur, quand on conserve l'étui cutané, c'est la mastectomie. Oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas un geste qu'il faut laisser à un chirurgien débutant. C'est la responsabilité du chirurgien. Et parfois, même quand on se donne du mal, on a des nécroses. C'est quelque chose qui n'est pas toujours accepté bien par les équipes et par les patientes. Mais il y a un facteur de un taux de nécrose qui est différent suivant les patientes. Les gros bonnets pour les seins, le tabagisme, des maladies intercurrentes, parfois le diabète, il y a des infections, il peut y avoir plein de choses qui sont liées à cette mauvaise vascularisation. Fred, étant donné que Benoît a donné une réponse très complète, je voulais te poser une autre question. Pour toi, en combien de temps opératoire minimal, enfin en combien de temps de séquence opératoire, 2, 3, 5, dis-tu à tes patientes qu'il est possible de reconstruire un sein dans une situation où on est en reconstruction mammaire secondaire? Reconstruction mammaire secondaire. En combien de temps on peut se faire opérer en termes de durée, en termes de séquence? Avec un sang contralatéral qui fait un bon bonnet D. Ok. Une Alors, patiente qui est bien, qui mange bien. c'est assez simple parce que quand j'ai une patiente qui vient me voir en consultation, je commence toujours par dire, je ne suis pas capable de vous faire une reconstruction de qualité en un seul temps. Donc,
c'est déjà une première information à donner parce que beaucoup de gens pensent que, effectivement, une opération, ça suffit. Donc la patiente a déjà eu une mastectomie antérieure, puisque là on parle de reconstruction mammaire différée. Et la première chose que je dis, vous aurez 2 temps et demi en moyenne. J'ai un schéma de base et je pars de ça pour expliquer les choses. Donc, dans la majorité des cas, le premier temps, j'explique que ça va être pour amener du volume. C'est comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'il a besoin de son bloc de granit pour commencer. Et une fois qu'on aura de la matière, ben, dans un second temps, on pourra retravailler alors à la fois la qualité, le volume du sein reconstruit, mais aussi, puisque les seins fonctionnent par paire, travailler la symétrie. Donc je dis toujours, il y aura quasiment systématiquement, presque 9 fois sur 10, voire plus, un deuxième temps qui permettra de faire que les deux seins se ressemblent, que les deux soient jolis et que on ait fini la reconstruction en termes de volume. Et après, le demi-temps qui reste, en général, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la reconstruction de l'aréole du mamelon qui peut intervenir, si possible, sous anesthésie locale, voire même quand on fait un tatouage avec un tatouage 3D, il n'y a même pas besoin d'anesthésie puisque ça se fait sur un sein parfois qui n'est pas sensible, donc sans anesthésie du tout. Donc c'est un geste qui est très très simple. Mais on a de temps en temps besoin de faire des petites retouches secondaires parce que le deuxième temps n'a pas été suffisant. Donc on peut être amené à faire un petit temps, soit sur anesthésie locale, soit sur une courte anesthésie complémentaire. Donc ça c'est le schéma de base. Quelle que soit la technique, hein, ça marche pour les prothèses, ça marche pour les lambeaux. Ça ne marche pas, par contre, pour la technique qui est spéciale, qu'on appelle le lipomodelage exclusif. On a parlé du lipofilling tout à l'heure. C'est une technique qui est complémentaire pour les différentes options qu'on a citées, mais qui peut s'envisager toute seule. Et là, j'explique qu'il faut 4. Alors parfois 3, ça marche, hein, si on a un petit sein, Oui. ça marche très bien. Entre 3 et 5 temps dans ma pratique pour arriver à faire une reconstruction complète avec ce qu'on appelle le lipomodelage, c'est-à-dire liposuction, réinjection de graisse dans la peau du thorax. Alors, juste en ce qui me concerne, moi je dis 3, Oui. mais c'est tout à Deux et fait. demi, c'est 3 en vrai. Hein. C'est juste que le demi-temps, c'est Je comprends le anesthésie locale, demi. tu vois. Je comprends le demi. Moi, je dis 3, et d'autant plus, par exemple, si on a une patiente qui a une très jolie poitrine qui n'a pas été opérée sur son sein, même avec un bonnet C ou D, et qu'on veut essayer de créer cette symétrie sans avoir à toucher ce sein qui finalement n'a rien demandé. Malgré tout, le sein normal, le sein qui n'a pas eu de cancer, c'est un sein qui reste sensible, qui le reste de féminité, d'érotisme en termes de sensations pour la femme. Il faut savoir que toutes les mastectomies restent insensibles ou alors à quelques exceptions près, même s'il y a beaucoup d'études qui essayent d'aller dans le sens de la sensibilité de la reconstruction, mais c'est très difficile. Et parfois, quand il y a cette exigence-là de dire ben, mon sein droit est parfait, j'aimerais bien que vous fassiez tout pour avoir un sein gauche au moins aussi joli le plus possible, hein, là, on est obligé d'amener à 3 ou 4, 5 temps, parce qu'il faut soit un temps d'expansion, soit beaucoup de lipofilling, soit sans toucher à l'autre sein. Donc il y a des exigences aussi personnelles qui peuvent allonger ça, et ça, c'est un débat qui se fait avec les patients. J'avais une question à vous poser à tous les trois. On commencera par Neil. Il y a beaucoup de fausses idées, beaucoup de fake news, si j'ose dire, pour dire quelle est la plus grosse fake news de la reconstruction du sein et du cancer du sein en ce qui te concerne, Neil. Ah mais non, mais pas du tout, ça n'existe pas. Ou quel est l'élément qui te dit mais cet élément est faux ou ce sont des légendes? Alors, ce que je pense, c'est que déjà ce qui a été dit, donc c'est-à-dire que la reconstruction en une seule intervention, peut-être que c'est de notre faute et qu'on communique pas assez sur cet élément de une reconstruction en un temps, ça existe quasiment jamais, à de rares exceptions près. De même pour la symétrisation. Alors là, je pense surtout à une reconstruction mammaire différée. Lors d'une reconstruction mammaire différée, obtenir une symétrie entre les deux seins est extrêmement difficile. On peut y arriver, mais c'est très difficile et ça demande énormément de temps. Voilà, donc c'est deux éléments qui sont vraiment dans la tête des gens, mais qui sont vraiment pas du tout une réalité. Et pour toi, Benoît? Alors moi, la plus grosse fake news à mes yeux, mais c'est un message que je suis content de pouvoir échanger avec vous, c'est la reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire que quand vous dites à une femme que vous allez vous lui enlever son sein,
on essaye de minimiser le poids de ce que l'on peut dire, mais on dit, mais vous inquiétez pas, je vais le reconstruire. Et les femmes à qui on vient d'annoncer qu'elles avaient un cancer, c'est déjà beaucoup, c'est déjà dur, vous annoncez la maladie, vous annoncez la mort, vous annoncez beaucoup de choses négatives, vous annoncez l'ablation du sein, c'est quand même le symbole de la féminité, c'est quand même quelque chose de très fort, et vous essayez de tempérer tout ça en disant oui, mais vous inquiétez pas, on va faire une reconstruction. Et en fait, les femmes ne peuvent pas intégrer toutes les explications qu'on va pouvoir leur donner, parce qu'il faut d'abord leur expliquer qu'on va les soigner de leur cancer, qu'on va les guérir, parce qu'aujourd'hui on guérit 90, même 90% à 5 ans des cancers tous stades confondus. On leur explique l'enchaînement des traitements qu'elles vont avoir, et on essaye ensuite de leur expliquer la méthode de reconstruction qu'on va essayer de choisir avec elles. Autant vous dire qu'on les a un peu perdues au cours de la consultation, et si on veut bien faire notre travail, il faut qu'on aille encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de savoir si les seins que cette femme que vous avez devant vous a lui plaisent ou lui plaisent pas. Ou si elle en voulait des plus petits, des plus gros, quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'à une femme à qui vous venez de dire vous avez un cancer du sein, à la fin de la conversation, vous êtes en train de lui demander et des seins, voulez-vous les plus petits ou plus gros? Autant vous dire que toute cette information, elle a du mal à passer. Est-ce qu'on Ce qu'on se rend compte, pour finir mon propos est un peu plus rapide que les autres interventions, c'est que quand on fait une reconstruction immédiate à une femme, elle ne se rend pas compte de ce que c'est que ne pas avoir de sein, et elle est parfois un peu désappointée de l'appréciation de ce que représente sa reconstruction mammaire. Et si nous, on est content du travail qu'on a fait, elles sont forcément un peu en inadéquation avec ce qu'elles avaient avant. Alors que les femmes qui ont des reconstructions secondaires, c'est-à-dire qui n'ont plus de sein, qui ont vécu cette douleur d'être à plat pendant plusieurs mois ou quelques années, et qui retrouvent un jour du volume, ont une acceptation un petit peu plus forte. Donc finalement, cette fake news, c'est de se dire, je vais vous reconstruire votre sein, mais il faut leur dire attention, ça reste quand même quelque part une mutilation. Même si vous avez un volume du GAL, même si on fait des jolies choses, même si on va vous redonner une certaine liberté, à la fois vestimentaire ou dans votre intimité, ça reste quand même une mutilation. Très juste, très juste. Et tu voudrais peut-être dire quelque chose, Fred, à ce sujet de... Alors oui, alors il y a eu déjà 2 fake news, donc ça va être, j'en ai une troisième, effectivement. Mais je voulais compléter ce que vient de dire Benoît parce que je pense qu'il y a une chose importante à dire. Il y a tellement d'informations à donner et il y a un échange quand même entre les préférences de la patiente et les choix du chirurgien pour choisir une technique chirurgicale de reconstruction mammaire, parce qu'on a dit qu'il y avait plein de techniques et il n'y a pas de vérité sur la reconstruction. C'est vraiment un colloque singulier entre la patiente et le chirurgien ou la chirurgienne. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, et d'une, d'avoir au moins 2 consultations si on le peut, parce que dans les reconstructions mammaires immédiates, on est un peu limité par le temps, mais dans les reconstructions mammaires différées, il est important d'avoir au moins 2 consultations longues pour expliquer les choses et prendre le temps de voir quelle est l'option la meilleure. Et deux, ce que vous disiez Benoît, ça me faisait penser qu'il est important aussi, si la patiente le souhaite, de montrer des résultats qu'on pense pouvoir atteindre dans un cas particulier avec une technique particulière pour que la patiente puisse se projeter. Parce que moi, j'ai déjà eu des patientes qui, ayant vu les résultats, se disent bah, finalement, je préfère ne pas faire de reconstruction parce qu'il est acceptable de ne pas faire de reconstruction. Ce n'est pas une obligation, c'est une option. Voilà, donc ça, c'est des éléments que je voulais dire parce que c'est à ça que je pensais quand Benoît parlait. Et alors, pour ce qui est des fake news, bah, il y a une vérité qui, pour moi, est importante et que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps en consultation, je ne sais pas pourquoi, qui avait un peu disparu, qui est valable dans toute la chirurgie plastique. J'ai beaucoup de patientes récemment qui sont venues me voir après 10-15 ans, après avoir eu une prothèse, que ce soit en esthétique ou en reconstruction, et qui m'ont dit, mais moi, mon chirurgien, il m'a dit que la prothèse mammaire, c'était à vie. Et c'est vrai qu'il y a eu une période dans nos pratiques où peut-être certains labos ont laissé penser qu'on pouvait garder sa prothèse mammaire toute sa vie. Alors c'est vrai que plus on est jeune, plus ça va pas être vrai. Quand on est plus âgé, il est possible qu'on garde sa prothèse toute sa vie. Mais je crois que c'est une erreur de faire croire aux patientes qu'une prothèse, on peut la garder 30 ou 40 ans. Parce qu'on a des patientes quand même qui sont jeunes. Et la règle aujourd'hui, on ne connaît pas bien la durée de vie d'un implant. On manque d'études, il faudrait qu'on en fasse plus. Ce qu'on sait, c'est qu'une patiente qui a eu une reconstruction mammaire par prothèse, moi je lui annonce qu'elle aura probablement des réinterventions en moyenne tous les 10 ans. Alors ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans quand on a de la chance, mais c'est vrai que là, quand j'enlève des prothèses qui ont 15 ans, plus de 15 ans, en général, il y a une coque périprothétique. Il y a quand même eu un début de détérioration de l'implant avec une diffusion en périphérie et une réaction du corps humain. Donc je pense que il faut annoncer aux patients qu'une prothèse, ça nécessite des réinterventions itératives.
Moi, je voulais compléter un tout petit peu, si tu me permets, Oui, bien sûr, professeur bien sûr. Atlan. C'est que dans l'exposé que je vous ai fait tout à l'heure sur le choix de la reconstruction dans le cadre d'une consultation d'annonce de maladie de reconstruction immédiate, bon, bien souvent, on a nous-mêmes une petite idée de ce qui serait la meilleure solution pour la patiente, même si on laisse le choix aux patientes. Et quand de temps en temps elles sont un peu désemparées, désabusées, un réflexe important à avoir, et qui est un de mes conseils, surtout peut-être auprès de jeunes collègues, c'est que il faut savoir choisir la méthode la plus simple, qui ne laisse pas de séquelles irréversibles ni quoi que ce soit, et que assez régulièrement faire l'ablation d'un sein et sa reconstruction avec une prothèse. En attendant, par exemple, parce que la patiente n'est pas décidée, parce que les résultats de l'analyse du cancer ne sont pas complètes, on attend des réponses à des traitements, ben, on sait que mettre une prothèse, c'est ne pas faire d'erreur, c'est même garder un peu l'étui cutané, et qu'on a la possibilité, dans un deuxième temps, une fois qu'on est guéri, une fois qu'on a fini les traitements, parce qu'on trouve que la prothèse ou que la solution qu'on a choisie ne correspond pas à nos attentes, qu'on a pris le temps de réfléchir et de voir, on peut changer de méthode de reconstruction. Alors bien sûr, l'idéal est de choisir d'emblée la méthode la plus appropriée à sa morphologie et à ses choix, mais de temps en temps, il faut savoir se recroqueviller, entre guillemets, sur une technique simple, quitte à faire dans un deuxième temps quelque chose de plus complexe ou de plus élaboré. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a peu de reconstructions qui coupent les ponts aux autres solutions. Mais il y a des situations comme Sandrine Dubé qui nous a posé cette question, qui nous décrit une histoire assez compliquée et malheureusement qu'on connaît tous puisqu'on en fait beaucoup. Ce sont les situations de reconstruction mammaire immédiate avec conservation des tubes cutanés, mais qui malheureusement sont des échecs, avec multiples réinterventions, on enlève des prothèses, on remet de la graisse, et finalement on est des seins elle parle d'un sein détruit et aucun de nous n'a pas eu ça. Il faut être honnête, ça fait partie des risques, les patientes doivent le savoir. La question, c'est que euh, on a des centres experts, certes, et même si sûrement la patiente a été voir un centre expert, euh, malgré tout, il y a assez peu de situations d'impossibilité thérapeutique. Je crois que ces échecs de reconstruction mammaire immédiate avec des prothèses remises, on a des tentatives de sauvetage de prothèses, du passage à des lambeaux libres qui ne marchent pas, ou des grands dorsaux qui donnent pas l'effet escompté, c'est très difficile à vivre. Et en termes d'accompagnement, c'est très important d'avoir une équipe soudée et en termes de psychologie, en termes de kiné, en termes de soignants. C'est pas vraiment une question, mais c'est surtout de dire que si ça ne marche pas avec une équipe, il faut aller voir d'autres équipes et aucune équipe ne crachera sur ce que vous avez fait ou n'essaiera pas de vous aider. Mais c'est très rare de ne pas avoir de solution de repli. D'ailleurs, le grand dorsal peut être une solution. Il y a des lambeaux libres multiples et variés. Parfois même, le temps fait que ces échecs de reconstruction majeurs peuvent être traités finalement avec des lipofilling itératifs et un expandeur et une petite prothèse, peut-être pas exactement ce qu'on aurait voulu. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous me rejoignez, il y a des situations très 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 difficiles, mais il y a assez souvent une solution à apporter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Moi, votre pensée là-dessus, Neil et Benoît peut-être. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Michael. Le message aussi, l'information que je voulais faire passer, c'est que il n'y a pas de pensée unique sur la reconstruction. Ce qu'il faut aussi imaginer, c'est qu'on est en train de découvrir des nouvelles façons de traiter le cancer avec des nouvelles façons de reconstruire. Je vais donner un exemple simple. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, on pouvait garder l'aréole et le mamelon, qu'on pouvait garder toute la peau du sein. Et quand on avait choisi une prothèse, autrefois, on choisissait de mettre la prothèse derrière le muscle parce qu'on trouvait que c'était mieux. Aujourd'hui, on s'est dit peut-être qu'on peut mettre la prothèse devant le muscle et directement sous la peau. Alors, les gens disent ah là, attention, attention, la prothèse sous la peau, on va la voir, il va y avoir des plis. Oui, oui, c'est sûr. Mais pour se faire une idée, il a fallu qu'on fasse à des échelles relativement importantes beaucoup de ces interventions. Et il y a beaucoup de centres experts en France qui ont un peu poussé toutes ces différentes méthodes. Il y a l'école lyonnaise qui en son temps avait fait beaucoup de lambeaux avec le dorsal sans prothèse et on avait beaucoup appris de leur expérience.
je suis heureux de parler de Laurent Lantieri, qui a été un des artisans du développement du lambeau de Dieppe en France et qui a poussé les indications au maximum. Vous avez entendu le lambeau de face interne de cuisse ou quoi que ce soit. Et là maintenant, aujourd'hui, on arrive avec un petit peu de recul à analyser nos échecs, à essayer de choisir plutôt telle ou telle méthode en fonction des expériences des uns ou des autres. Mais très clairement, c'est là où tu as raison, Michael, c'est que quand on est au bout d'un processus dans une équipe, il est souvent important de prendre plusieurs avis, quitte à revenir dans l'endroit où vous avez été traité ou soigné, parce qu'il y a des solutions et c'est exceptionnel qu'on n'ait pas une solution à essayer de proposer. Euh, Vous qui tous qui êtes à la pointe de l'innovation, quelles sont les innovations que vous attendez pour les prochaines années? En dehors du traitement cancérologique, je te parle pas d'arrêter le cancer du sein par une pilule et peut-être une mini séance de radiothérapie, ce qui serait merveilleux. Mais en termes de reconstruction, euh, est-ce qu'il y a des innovations que vous attendez et pour l'avenir? Et sinon, qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir dans nos améliorations de techniques de reconstruction, peut-être en commençant par Neil? Alors, moi, ça fait plusieurs années que j'entends parler, et j'ai hâte de le découvrir, d'une sorte de matrice prothétique qu'on mettrait dans le sein et qu'on remplirait de graisse pour au final donner un sein graisseux. Alors, je sais pas si c'est en un seul temps, en plusieurs temps, etc. Mais en effet, si jamais ce projet technologique et scientifique viendrait à être utilisé sur l'humain, ça pourrait être une avancée fantastique parce qu'on aurait à la fois les avantages de la prothèse, à la fois les avantages du lipofilling et donc énormément de bénéfices pour les patientes. Donc Alors, ça, c'est... je te rejoins. Je peux donner trois informations à ce sujet, dont une à laquelle le professeur Baudin et moi on participe avec Lattice, qui est une société française, qui est dans ce projet-là avec une méthode assez innovante et ils ont un essai clinique en cours, donc on peut rien dire pour le moment, mais qui, je l'espère, va apporter quelque chose. Il y a aussi la société Shape qui est de Lyon, que j'ai la chance de suivre et leur produit a l'air extrêmement intéressant. Et la société Messelis, qui a fait des avancées intéressantes aussi et avec lequel le professeur Lantieri travaille et d'autres. Donc effectivement, il y a un trend vers ça. Le jour où ça arrivera, je pense qu'on aura réglé énormément de problèmes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas se passer du lipofilling a priori et que les indications assez invasives, enfin les moyens invasifs comme les lambeaux libres, le gland dorsal, vont un peu diminuer si jamais ça marchait, mais pour le bien de tous. Je veux dire, il n'est pas question de faire de la chirurgie pour les chirurgiens et d'être super fort dans la microchirurgie ou dans. L'important, c'est d'apporter le plus de soins aux gens. Donc en tout cas, oui, il y a une évolution vers les bioprothèses. Est-ce que Fred, tu aurais peut-être un Ah, espoir sur des techniques? un complément, effectivement, tout ce que vous dites là est juste. Je crois que l'ingénierie tissulaire, c'est quelque chose d'avenir. Et donc là, on peut parler largement. On sait que les techniques autologues sont plus intéressantes que les techniques prothétiques, mais elles sont plus complexes. Donc si on avait des techniques autologues faciles, simples et reproductibles de manière systématique, on serait bien content. Donc le lipomodelage, c'est très bien, mais c'est plusieurs interventions qui se répètent et il faut avoir de la réserve graisseuse. Donc si on arrive à faire l'équivalent d'un lipomodelage en 1 ou 2 temps, enfin, la technique du lipomodelage, c'est-à-dire un minimum de cicatrices, un minimum de complexité pour la reconstruction mammaire avec un résultat équivalent à ce qu'on obtient avec de l'autologue, c'est idéal. Donc pour ça, eh ben, y a pas mal de choses qui peuvent se développer. Donc vous avez parlé de matrices. Donc on peut avoir des prothèses qui sont résorbables, on peut avoir des matrices prothétiques, mais encore faut-il qu'elles soient vascularisées pour qu'on puisse injecter de la graisse dedans en grande quantité et ne faire qu'1 ou 2 temps de lipomodelage. Donc tout ça, c'est des voies de recherche qui sont intéressantes, effectivement, pour avoir quelque chose avec un minimum de séquelles et un maximum de qualité de reconstruction. Donc tu l'as dit, il y a des voies de recherche qui sont en cours. Je pense que
alors, je suis pas convaincu que ça remplacera et les implants et les lambeaux existants. Je pense que ce sera une sixième, une septième technique qui va se rajouter au reste. Et après, l'équilibre va se faire. C'est-à-dire que peut-être effectivement une technique prendra le dessus sur les autres si elle s'avère être plus intéressante. Mais on voit bien que plus il y a de techniques, plus on a de flèches dans notre carquois. Et que en pratique, même celle qui a été mise de côté, comme le grand dorsal dont tu parlais tout à l'heure, on finit toujours par la retrouver quand on est dans une situation difficile et elle trouve toujours ses indications. Pour améliorer Donc voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, pour améliorer l'hypofilling, il y a des sociétés qui ont réfléchi là-dessus et qui Ouais, envoient, mais c'est interdit en France, les cellules pour être un peu enrichies et faire que le deuxième lipofilling tienne à 100%. ouais, Mais ça va être difficile en France et il y a une autre société qui propose de congeler la graisse ouais. qu'on pourrait prendre en une fois, qu'on pourrait réinjecter en plusieurs fois, sans anesthésie générale. Enfin, ce serait, voilà. Mais tout ça est en cours de développement, mais croyez-nous, on le suit et la France est plutôt bien positionnée avec énormément déjà 3 marques françaises pour les bioprothèses, des champions de la microchirurgie, dont le professeur Baudin, le professeur Lantieri et nous tous, qui essayons d'améliorer les résultats de la microchirurgie sur le lipofilling. Est-ce que tu aurais, toi, une espérance, peut-être à la limite sur la partie oncologique, peut-être Ouais. avoir des plans de traitement, des escalades thérapeutiques pour les Ah cancers oui, du sein? moi j'ai des rêves. Un des rêves, mais tu l'as un peu évoqué, ça serait celui un peu qu'on a connu avec la culture de peau pour les brûler. Pour faire une digression, mais pour vous dire un peu quand même, c'est qu'aujourd'hui on prélève 1 cm² de peau à quelqu'un qui arrive en étant un grand brûlé en réanimation, que le plus gros travail c'est de le maintenir en vie pendant les 10 à 15 jours, que vont durer la culture de ces cellules pour pouvoir le greffer avec ses propres cellules qu'on grandit dans des éprouvettes. Donc moi, je me prends à rêver d'une femme qui a son cancer, qui arrive, on lui prend 1 demi-gramme de graisse, parce qu'on trouve 1 demi-gramme de graisse à tout le monde, et on fait grandir la graisse. Et là, du coup, on ne sépare plus les femmes chez qui on peut ou pas faire de l'hypofilling parce qu'elles n'ont pas suffisamment de réserve de graisse. Donc ça, je trouverais ça merveilleux. J'ai un autre rêve aussi, c'est ce qu'on appelle le bioprinting, la bioimpression. Imaginez qu'en même temps que le scanner qu'on fait pour votre bilan d'extension, on a un scanner qui scanne votre sein et puis à l'autre bout, vous avez une espèce de machine industrielle en faisant de la bioimpression avec vos propres tissus qui vous fabrique une prothèse vivante à vous, faite avec vos. Je pense qu'un jour ce sera possible. Et puis Alors, alors pour vas-y, finir, continue, parce que c'est super intéressant ce que tu verras. pour le cancer, je pense, alors ça n'engage que moi, hein, mais je pense que dans 50 ans, quand je vois les progrès qui ont été faits en 25 ans sur le traitement du cancer du sein, je trouve ça absolument exceptionnel. Il y a des progrès qui sont faits dans des nouveaux cancers comme le mélanome, le cancer du poumon. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de la cellule cancéreuse et comme on la connaît beaucoup mieux, on l'attaque beaucoup mieux. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est un terme technique qui n'a pas d'intérêt, des cellules circulantes. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez des cellules cancéreuses qui se baladent et qui se retrouvent dans la prise de sang qu'on vous a fait pour savoir quels sont vos globules. Et on voit, hop, une petite cellule cancéreuse. Je pense qu'un jour, en vous faisant une simple prise de sang, de façon régulière, on dira, oh là, il y a une petite cellule cancéreuse qui circule dans votre organisme, on va pouvoir lui sortir tout ce qu'elle a à nous raconter, avec la génétique et tout ce qu'on sait, et puis dire, ben voilà, madame, vous êtes en train de faire un pré-cancer de tel organe, et on va vous faire un traitement spécifique à vous, en fonction de la cellule qu'on a vu passer, et on va vous faire le traitement, revenez dans 15 jours, et 15 jours après, sans qu'on ait jamais pu matérialiser vraiment le cancer, on aura tué le cancer dans l'œuf. Voilà, mais ça, bon, c'est parce que je rêve, voilà. Mais rien n'interdit de rêver, et pour la reconstruction en tout cas, tout ce que vous venez de décrire sortira dans les 5-10 ans, et peut-être même de boîtes françaises. Et on sera très fiers de ça. Euh, il y avait une question sur les matrices. Alors, je vais avoir un avis très clair. Les matrices, pour moi, ce qui est un système, en fait, c'est un tissu qui va être réenvahi par vos propres tissus. L'indication princeps au départ de ces matrices était de diminuer le taux de coque qui était très élevé en reconstruction, 25%, 30%. Je dois dire que je m'y suis beaucoup intéressé. Je pense qu'il y a des situations où ça reste très intéressant, notamment pour cloisonner des loges de mastectomie très grandes où un implant risque de se balader, où il y a des risques de coque importantes, etc., où parfois ça améliore la qualité la souplesse de l'implant.
Personnellement, j'ai un peu diminué mes indications parce que les nouveaux implants sont devenus de très belle qualité et permettent des reconstructions de très belle qualité. Mais certaines équipes continuent à l'utiliser. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un débat pas matrice, pas matrice. Dans toutes les équipes, il y a des gens qui les utilisent très bien et je pense que ça a des indications qui sont bonnes dans les mains des chirurgiens qui l'utilisent souvent. Parce que le temps court et parce que la cerise sur le gâteau de reconstruction du sein, c'est l'aréole et le mamelon, on n'en a pas beaucoup parlé et j'aimerais bien savoir quelles sont vos techniques préférées de reconstruction d'aréole et du mamelon. On commencera par Neil et puis on ira ensuite vers Frédéric et ensuite Benoît pour la fin. Oui, merci. Alors, les techniques, il n'y en a pas 36. Alors, nous, à l'Institut du Sein, on a la chance de travailler avec Laurence Malzard, qui est une tatoueuse spécialisée dans le tatouage de l'aréole et du mamelon. Elle nous fait un travail formidable. Elle fait du tatouage 3D. Elle fait un travail de recopiage du mamelon contralatéral qui est impressionnant, ou lorsqu'elle fait les deux mamelons, voilà, c'est aller voir son travail. Vous pouvez le voir sur notre site internet ou sur ses différents réseaux sociaux. Voilà, donc c'est clairement un gros plus qui s'est développé depuis quelques années, le tatouage. Et voilà, je vous laisse parler des autres techniques, mais Oui, je le pense. tatouage pour nous, c'est vraiment le top. Fred, Oui. professeur Baudin. Alors moi, la reconstruction de l'aréole et du mamelon, c'était mon sujet de thèse en 2005, donc je connais bien le sujet. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans le service. Au début, on faisait des greffes de peau pour les aréoles. Alors la technique pour le mamelon, la technique que je préfère, c'est le dédoublement du mamelon pour les reconstructions unilatérales. Il n'y a pas mieux que de prendre la moitié d'un gros mamelon. On a la bonne texture, on a la bonne couleur, et si on le divise en deux, ça reste quand même un bon volume, et donc ça marche extrêmement bien. Donc c'est ma préférence pour le mamelon. Pour le tatouage, on ne fait quasiment plus de greffe. Pour l'aréole, pardon, on ne fait quasiment plus de greffe. On fait systématiquement des tatouages. Alors, moi, j'aime bien finir le travail que j'ai commencé. J'ai parlé de 2 temps et demi. C'est vrai que laisser le demi-temps à quelqu'un d'autre, ça me pose un problème. Je fais moi-même mes tatouages. On a 2 infirmières dans le service qui sont compétentes pour faire des tatouages. Donc, le tatouage est un acte médical qu'on peut déléguer à une infirmière spécialisée. Et donc, c'est pris en charge dans un centre spécialisé. Donc c'est des écoles, hein. Je ne suis pas du tout contre que les patientes aillent faire des tatouages chez des tatoueurs en ville. C'est probablement plus fin et encore mieux fait. Mais les tatouages qu'on arrive à faire avec les pigments biomédicaux qu'on utilise dans nos propres centres satisfont la plupart des patientes. Donc voilà, dédoublement et tatouage, c'est vraiment la technique la plus fréquente chez nous aussi. Merci beaucoup. Il nous restera 3 minutes, donc 1 minute pour Benoît sur sa vision de l'aréole et du mamelon. Moi, tout a été dit. Moi, je vais donner un petit conseil parce que le traitement du cancer du sein et de sa reconstruction, c'est une longue épreuve, c'est un vrai marathon. Et quand on arrive à la ligne d'arrivée, on s'effondre parce qu'on est content d'avoir fini. Et avoir fini, c'est avoir fini l'aréole et le mamelon. Et bien souvent, nos patientes sont un peu épuisées, physiquement, moralement, familialement, c'est compliqué de s'absenter pour le travail. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Et il faut pas négliger la reconstruction de la relève du mamelon. Je vais même encore plus loin. Si on doit avoir un défaut, il vaut mieux que le défaut soit sur le galbe, l'aspect, la forme et le volume, mais pas sur la relève et le mamelon. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand on regarde un sein, l'œil se pose sur la relève et sur le mamelon. Et quand il n'y a pas de relève de mamelon, l'œil il se promène, il se balade et il screen tout le reste. Donc la relève et le mamelon, c'est un temps essentiel de la reconstruction et ça bonifie et ça termine l'histoire. Donc il faut prendre le temps de choisir la méthode qui vous ressemble et qui vous correspond le mieux. Merci beaucoup. Je dirais un dernier mot, c'est sur les prothèses externes. Il y a le développement de prothèses externes qui ne sont plus que pas obligatoirement des blocs de plastique informes et qui n'ont plus aucun rapport avec votre corps. Et je voudrais parler d'un ami qui travaille beaucoup là-dessus et dont la société s'appelle Realty. C'est pas de la pub, c'est pour vous aider. C'est vraiment une prothèse sur mesure qui reproduit la carnation, la qualité de peau. Et il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus parce que tout le monde peut pas se faire reconstruire et tout le monde n'a pas envie de partir dans cette aventure puisque ça en reste une. Et je pense que ce sont des voies aussi de reconstruction, certes pas avec vos tissus, mais de prothèses sur mesure externes qui sont quasiment à l'identique de l'autre sein. Certes, c'est une prothèse externe, mais qui rend des services extraordinaires quand c'est aussi bien fait. Et je dois souligner cet effort.
Je vous remercie Michael, tous. tu N'oubliez parles. pas de vous inscrire au compte du Bradet j'espère que vous le ferez parce qu'il y aura une grosse source d'informations. Excuse-moi, tu m'as coupé, Oui, mais non. il y a peut-être une Je raison. voulais que tu fasses une précision. Quand tu parles de prothèses externes, tu parles de l'aréole et du mamelon parce qu'il existe des prothèses d'aréole et de mamelon ou de prothèses de sein complet. Prothèse de sein complet avec l'aréole et le mamelon, et c'est tout à fait étonnant. Je vous conseille d'y aller. Realty, ça s'appelle. Mais en tout cas, même si c'est pas cette marque-là, peu importe, il y a des choses qui se développent et je trouve ça formidable qu'on puisse donner la possibilité à des femmes de ne pas aller totalement toujours à la chirurgie. Les patients sont parfois âgés elles n'ont pas toujours envie de se faire opérer. Et c'est tout à fait OK de ne pas se faire opérer. Merci à tous et ça m'a fait très plaisir de faire ce webinaire avec vous et on va laisser place à l'équipe suivante qui va être dirigée par le professeur Lantieri, modérée par le professeur Lantieri. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Michael. revoir à Merci. tous. Au revoir à toutes, à tous. Au Salut. revoir. Salut, Fred. Salut Au tout le revoir. monde.